beaucoup. J'espère que vous avez suivi tout le débat, comment il s'est déroulé avec le nombre important des élus du peuple qui ont décortiqué le contenu de ces deux textes. Et j'espère que les questions qui ont été formulées étaient très pertinentes. Les recommandations ou les observations qui ont été également faites ont été tout aussi pertinentes. Et tout ce qui a été relevé comme problème, comme faille, comme incohérence, comme difficulté que le gouvernement a rencontré dans la mise en œuvre d'un côté de la loi sur la reddition de comptes pour l'année 2023 ont été mises sur la place publique et j'espère que les membres du gouvernement qui étaient présents ont noté des observations qui seront intégrées dans le travail qui sera fait au niveau de la Commission économique et financière ici de l'Assemblée nationale. Ils pourront apporter d'autres éclaircissements là-dessus. De la même façon, nous avons décortiqué le projet de la loi de finances rectificative pour l'année 2024 en cours et j'espère que tous les réajustements qui ont été faits, notamment en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses, ont été présentés à l'Auguste Assemblée et nous avons eu le temps de nous en imprégner et de pouvoir formuler des recommandations auxquelles le gouvernement devra intégrer dans le travail qui est fait. Et des préoccupations qui ont été formulées nécessitent des réponses appropriées qui devraient venir du gouvernement. Donc nous sommes là, nous venons de prendre une pause de 30 minutes et j'espère qu'à l'issue de cette pause, ils pourront donner des éléments qui vont éclairer l'Auguste Assemblée et nous allons décider de pouvoir ramener ces deux textes au niveau de la Commission économique et financière pour pouvoir faire le toilettage, les enrichissements et tous les autres travaux qui seront faits autour de ces deux textes pour permettre au gouvernement de pouvoir répartir sur un bon pied et de pouvoir faire le travail correctement pour que les questions qui ont été posées ou les remarques qui ont été formulées ne puissent plus revenir dans le prochain exercice que nous ferons dans le cadre que ce soit de la reddition des comptes tout comme de lois rectificatives. Moi, je pense que le problème part de l'élaboration du budget. Et dans l'élaboration du budget, les crédits sont plafonnés. Les crédits sont plafonnés en fonction du niveau de mobilisation des recettes qui doivent, les niveaux de mobilisation des recettes prévus dans la loi de finances de l'année X. Et tant que ces niveau de mobilisation de recettes reste inférieur aux besoins réels auxquels le gouvernement a besoin pour faire face aux charges ou aux dépenses qui lui attendent dans l'exécution de son programme, il se posera toujours ces problèmes de dépassement. C'est vrai que le dépassement n'est peut-être pas volontaire parce que, à suivre le réaction de membres du gouvernement, c'est dans l'exécution qui se pose le problème. Il y a des catastrophes qui sont prévues, il y a des problèmes de sécurité qui sont posés à tout moment et vous savez que nous sommes confrontés à une guerre d'agression qui nous a imposé dans la partie est du pays. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte dans les difficultés que le gouvernement rencontre dans l'exécution du projet. Mais cela ne lui empêche de pouvoir exécuter le budget de manière rigoureuse et de pouvoir tenir compte de l'orthodoxie budgétaire, de sorte que les écarts ne soient pas très criants. C'est vrai que nous pourrions rencontrer des difficultés, c'est vrai que des catastrophes peuvent arriver, c'est vrai que des inondations, des accidents ou de problèmes sécuritaires vont continuer à exister, mais il qu'il y a des efforts à faire au niveau du gouvernement pour que l'orthodoxie qu'ils ont commencé à implémenter puisse se consolider et que le budget soit exécuté avec toute sa rigueur. C'est le sens
de toutes les recommandations qui ont été formulées ici, c'est l'essence de toutes les observations qui ont été soulevées, c'est l'essence de tout ce qui a été fait comme remarque et que le gouvernement a consenti, a pris en charge pour pouvoir y travailler, et nous allons les accompagner dans le cadre du contrôle budgétaire, dans le cadre du contrôle de l'exécutif, pour que nous puissions lui permettre au gouvernement de réaliser son programme d'action et de ne plus revenir sur les mêmes observations que nous avions formulées cette année. Je pense que dans cet élan de collaboration, parce que vous savez que dans le cadre de l'exécution du budget, la loi de finances stipule que nous devons faire l'exercice de rapport sur l'exécution budgétaire tous les 3 mois, de manière trimestrielle. Et donc, nous allons aller dans cet élan avec l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale pour que tous les 3 mois, que nous puissions examiner le rapport sur l'exécution du budget de l'État. Et j'espère que nous allons réduire toutes ces disparités parce que chaque trimestre, nous aurons un travail d'évaluation à faire avec le gouvernement. Et j'espère que nous aurons, pour la prochaine année, nous aurons moins d'observations qui pourraient revenir dans le même cadre. Le gouvernement s'est montré ouvert, disponible à collaborer là-dessus, et avec les orientations de la Première ministre et même du chef de l'État, nous allons les accompagner en tant qu'Assemblée nationale, en tant que parlementaires, pour que nous puissions atteindre cet objectif. Jusque-là, je n'ai encore rien retenu de grave. J'attends la réponse des membres du gouvernement qui étaient ici, qui se sont retirés, et ils vont revenir pour donner les réponses face aux préoccupations innombrables des députés. Je ne sais pas s'il faut convaincre, n'est-ce pas, la plénière. Mais en général, je suis le député le plus déçu de tout ce qui s'est passé en écoutant les débats. Il y a des provinces entières qui n'ont pas été, n'est-ce pas, répertoriées, qui n'ont pas été comptées dans le programme de 5 ans de la fois passée, donc du mandat passé. Par exemple, chez moi à la Mongala, la province est oubliée, abandonnée, on n'a même pas fait allusion à cela. Il y a même la DG qui cotise là-bas chez moi, on n'a même pas repris cela dans le programme de mandat passé, donc de 2024. Donc c'est un peu difficile pour que je puisse donner même les bonnes impressions. Le budget, il y a eu trop de blagues. Les Warions ont joué avec le peuple congolais en 2024. Et c'est pourquoi nous attendons le budget 2025. C'est là où nous serons dedans. Nous allons contrôler chaque trimestre ces gouvernements. Ils ont été trop libres. On les a appelés les Warions. Ils se sont partagés le marché pour l'exécution des PD145 territoires. Un membre du gouvernement qui récupère un marché d'exécution de PD145 territoires. Il fait ce qu'il veut, il joue avec l'argent, avec ses campagnes électorales. C'est ce qui s'est passé. Mais la population n'a presque rien vu. Aucune route, aucune, même pas des pas, aucune infrastructure, rien. Et on arrive ici, on écoute ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire des rétrocommissions, de détournements, de surfacturations. C'est juste ce qu'on a attendu ici. Donc 2024 a été une année malheureuse pour le peuple congolais parce que les dépassements budgétaires, tout ça, on oublie. Donc il y a même un ministre, le ministre du développement rural, Moïse Nzangi, qui a dit au Sidou Bangui que cette province est oubliée, vous et la Mongala. Il a dit ça. Donc ça montre que, en tout cas, on n'a aucun crédit à placer à ces membres du gouvernement, les 2 qui sont venus et les autres qu'on attend pour le 28. D'abord, il faut souligner que c'est une obligation constitutionnelle et légale au niveau du gouvernement de présenter la loi sur la reddition des comptes, mais aussi l'obligation aujourd'hui, en fonction des facteurs qui ont modifié le recette, de présenter la loi rectificative pour nous permettre d'examiner évidemment la loi de finances 2025. Vous avez constaté plusieurs reproches au niveau de l'examen de la loi sur la reddition des comptes exercice 2023, parce qu'au fait, il a été constaté que
les ministres des Finances, mais aussi du budget, n'ont pas respecté l'orthodoxie budgétaire. Ils n'ont pas mis l'accent sur les fondamentaux de la bonne gouvernance. Mais il faut aussi avouer que le dépassement budgétaire peut arriver. Et les honorables députés de l'Assemblée nationale ont émis des recommandations pour que dans les lois prochaines, surtout de l'année 2024, mais aussi 2025, que nous évitions des dépassements budgétaires exagérés, mais aussi des consommations déséquilibrées des lignes budgétaires. Vous avez constaté qu'il y a des secteurs qui n'ont pas connu d'exécution du budget ou bien qui ont connu à moindre proportion, tout simplement parce qu'évidemment, la priorisation a été donnée à certains secteurs. Nous avions souhaité personnellement voir le gouvernement rationaliser la dépense publique parce qu'au fait, on peut avoir de l'argent, mais si cet argent est dépassé sur des priorités qui n'ont pas de l'incidence sur la vie de nos populations. Bon, d'abord, il faut se réjouir que nous avons enfin commencé à examiner les différents projets de loi de finances que le gouvernement a déposés voici déjà plus d'un mois ici à l'Assemblée nationale. C'est vrai que nous avions des exigences internes pour la mise en place des commissions. Maintenant que le travail est là, je pense que c'est la première chose qu'il faut souligner. C'est plutôt positif. Maintenant, sur le contenu. Le projet de loi de reddition des comptes est un préalable à l'examen de la loi de finances de l'année 2025 en l'occurrence. Il était donc nécessaire pour le gouvernement de venir expliquer à la représentation nationale ce qu'il a fait des autorisations budgétaires qui lui ont été accordées et expliquer les difficultés, expliquer on va dire aussi les points positifs. Alors, en ce qui concerne ce projet de loi tout spécialement, j'ai suivi des collègues qui ont souligné plus des difficultés que de points positifs. Ils ont été aidés pour cela par le rapport de la Cour des comptes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que tout d'abord, le budget, la loi de finances de l'exercice 2023 a été votée et exécutée dans un contexte donné. Et ce contexte explique en grande partie les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. Je trouve pour ma part qu'il faut être positif. Déjà, le fonds qui a été fourni par le gouvernement de mobiliser les recettes à hauteur de 91,8%. C'est quelque chose qu'il faut souligner dans le contexte actuel, puisque nous venons d'un contexte où il était toujours difficile au gouvernement précédent de mobiliser plus de 70% des recettes autorisées. Maintenant qu'on commence à atteindre déjà 91%, on tend vers 100%, et je crois que c'est déjà un progrès. Deuxièmement, si déficit il y a eu, parce qu'il y a eu surconsommation des crédits, mais nous sommes dans le déficit budgétaire depuis plusieurs années. Au contraire, en 2023, l'effort que le gouvernement a fourni, c'est de baisser ce déficit. D'ailleurs, le déficit en soi n'est pas une mauvaise chose en économie. Tout dépend de la manière dont on va le financer. Et donc, si cela a été souligné comme un des points faibles, je pense qu'il faut tenir compte du contexte. Deuxièmement, le rapport de la Cour des comptes, et les collègues l'ont souligné ici, a pointé la problématique des dépenses en urgence qui atteindrait autour de 51% d'exécution du budget. Alors, j'en doute fort bien. D'ailleurs, un des collègues a démenti cela avec des données en disant que les chiffres que nous avons, que lui, il a, ne dépassent pas les 10%. Et donc, sur ce point-là, le rapport de la Cour des comptes doit également être questionné pour savoir sur base de quelles données, sur base de quelles statistiques cette conclusion a été tirée qu'on a dépensé plus de 51% en urgence alors qu'il y a la chaîne de la dépense qui est prévue. Pour ce qui concerne la loi rectificative des finances, parce que c'est la deuxième loi qui est examinée, le gouvernement, sur la base des données présentes, notamment en termes d'augmentation des recettes, etc., a voulu
rectifier le budget qui a été voté à hauteur de 40 000 milliards de francs pour aller vers 44 milliards grâce à des recettes qui sont attendues. C'est plutôt positif parce que d'abord le budget tel qu'il a été exécuté jusqu'au second semestre de l'année 2024 a connu un excédent entre les recettes et les dépenses. Donc la tendance est plutôt positive. Et si le gouvernement nous apporte aujourd'hui des éléments nouveaux pour augmenter ce budget, c'est quelque chose de positif à souligner. Parce que depuis 2022, nous sommes dans une tendance haussière des recettes budgétaires. Nous partons de moins de 5 milliards de dollars en 2022 à 16 milliards de dollars aujourd'hui. Ce qui reste, c'est d'affecter cela à des projets productifs pour que cela profite finalement à la population. Donc, c'est un effort qui est fourni. Moi, je reste optimiste et grâce à des contributions des collègues, je pense que les deux projets de loi qui ont été présentés vont être améliorés au niveau de notre commission économique et financière pour que nous puissions les adopter avant l'adoption de la loi de finances 2025. D'abord, j'aimerais remercier mes collègues députés, le groupe parlementaire 2ATDC, duquel je suis issu. C'est un groupe parlementaire qui fait partie de la grande famille de l'UDPS, la grande famille qui soutient la vision du chef de l'État. Je remercie parce qu'ils m'ont fait confiance. Et aussi, je pèse le poids qui est le mien aujourd'hui, aux côtés des autres collègues, de coordonner cette commission importante. Vous savez que le pays est exposé à plusieurs défis. Le défi sécuritaire, le défi social, le défi de développement, celui des infrastructures. Et le budget ou la loi de finances, c'est un peu la cartographie chiffrée de la vision du gouvernement. Et nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons la lourde responsabilité d'encadrer cela, de donner quitus, mais également d'assurer un suivi important. Vous l'avez tous suivi avec la reddition des comptes, avec la loi rectificative du budget. Il y a eu des dépassements, il y a eu un faible taux de décaissement aussi. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons la lourde responsabilité d'assurer un suivi permanent. Il nous faudrait donc éviter d'agir en aval. À la fin de l'exercice, avec une reddition des comptes qui pose problème, il nous reviendra à nous d'assurer un suivi permanent, qui sera périodique, pour non pas jouer le rôle de l'exécutif, mais l'accompagner. Être à mesure de tirer les sonnets d'alarme à temps, pour que pareille histoire ne se répète pas. Vous savez, la loi, le budget est une loi, et une loi doit être respectée. Celui qui viole la loi s'expose à la sanction de la loi. Je pense que le message a été clair, nous allons y veiller, c'est une lourde responsabilité, je le sais, mais avec une belle équipe que nous avons. Vous avez dans le comité l'honorable Kitevi qui est là, Bialosoko, vous avez l'honorable Ida, vous avez dans cette commission beaucoup d'éminents économistes, d'anciens gouverneurs de banque centrale, des anciens premiers ministres. Donc nous pensons que le débat et la qualité du travail sera relevé. Donc nous sommes là aussi pour donner du contenu aux priorités du chef de l'État, qui les a déclinées sur 6 axes. Et nous, en tant qu'élus, qui connaissons les vrais besoins de la population, nous allons donner du contenu à cela pour que, n'est-ce pas, à travers l'instrument qu'on appelle budget, que le développement soit invécu. Évidemment, c'est un point important, le contrôle parlementaire. C'est vrai, on ne donne pas chèque en blanc au gouvernement. Il faudrait qu'on sache que les crédits alloués dans tel ou tel autre secteur sont effectivement utilisés pour le besoin de la cause. Présenter ce que nous avons relevé dans la loi de reddition des comptes 2023. C'est que nous avons relevé certaines anomalies, notamment le fait que la procédure n'a pas été respectée pour la plupart. Donc vous vérifiez au niveau des ministères, de plusieurs ministères d'ailleurs, vous allez constater que les montants payés ne coïncident pas avec les montants engagés, ordonnancés et liquidés. Mais aussi, d'autre part, vous allez constater qu'il y a des paiements qui n'ont pas même été engagés, qui n'ont pas été engagés par les ministères sectoriels. Et là, on se demande comment ça s'est fait.
est-ce que les ministres sectoriels ont été informés ou c'est simplement une façon de pouvoir apporter des justifications? Ça, c'était d'abord un fait. Autre chose, c'est qu'on a constaté que dans la plupart des administrations, on écrit montant reçu, 0. Mais dépenses exécutées, on met 120 millions, 40 millions, ainsi de suite. Alors, pour moi, je me suis posé des questions parce qu'en fait, peut-être que je ne suis pas économiste, mais en tout cas, j'ai demandé à l'honorable président, parce qu'il est docteur en économie, pour chercher à comprendre comment là où il y a 0, on peut produire 120 millions, 40 millions, parce que ce n'est pas compréhensible. Donc, ce sont des erreurs, en fait, qu'on a constatées. En plus de cela, vous allez constater, messieurs les journalistes, que d'abord, il y a un dépassement au niveau du budget général affecté pour chaque ministère, mais aussi si vous entrez au niveau des lignes budgétaires, vous allez constater également qu'il y a également des dépassements, même de la prévision. Donc ce sont des anomalies. D'autre part, nous avons cherché à comprendre les soubassements qui fait que un contribuable a voulu payer la taxe de l'État, comment les bordereaux de versement peut lui être imposable. Parce que c'est ça la réalité qu'il y a, même au sein des banques de l'État. Vous allez payer la taxe de l'État et on vous fait payer encore les bordereaux de versement. Alors, c'est une grogne au sein de la population. Et comme le ministre des Finances est là, nous avons cherché à comprendre pourquoi c'est là et comment c'est là. Donc, voilà un peu ce que nous avons parlé. Mais aussi, nous avons insisté sur même les programmes du gouvernement. Parce que le mandat passé, nous avons reçu les programmes du gouvernement ici, où on nous a parlé que le pays se veut faire de la République démocratique du Congo un pays fort, prospère, ceci ou cela. Mais quand aussi on suit le discours du président de la République, qui insiste sur le bien-être, sur l'amélioration des conditions de vie de la population, en tout cas ce qu'on a reçu comme budget ou alors la reddition des comptes, ça ne reflète pas les paroles du chef de l'État. Et que donc, apprenant seulement l'exemple des secteurs de production, où vous allez trouver, on a le ministère de la Pêche et Élevage, le taux d'exécution est de 2,13%, l'agriculture c'est 31%, si vous allez vers le développement rural, ce n'est même pas 20%, et contre le dépassement de 659% du ministère des Sports. C'est qu'en réalité, nous sommes et serons toujours dépendants des importations. Et ça nous met en situation de faiblesse. Nous avons voulu répéter cela à pleine séance ici pour que lorsqu'on va nous amener ou lorsqu'on va faire un débat autour du budget 2025, qu'on tienne compte de ces réalités parce qu'en fait, c'est un budget dans lequel la population ne s'est pas retrouvée. C'est donc des consommations, des voyages, fonctionnement, des histoires qu'on ne peut pas montrer de manière claire que non, voici ce que le budget de l'État a fait. Voilà ce que nous avons relevé dans cette loi de reddition des comptes. Oui, comme vous venez de le constater, j'ai pris parole au nom du groupe parlementaire MLC Alliés sur la question relative à l'éducation. Il était de bonne loi que nous puissions rappeler aux membres du gouvernement que lorsque on alloue les crédits budgétaires dans un secteur comme l'enseignement, il faut absolument que l'on puisse procéder à l'engagement, à la liquidation jusqu'au paiement. Mais il est constaté que le projet de l'exercice clos, il n'y a eu aucune exécution dans la réhabilitation des écoles, dans la construction des écoles. C'est ce que nous avons condamné et nous avons dit que c'est une contradiction totale conformément aux réponses du ministre des Finances quant au rapport de l'expert, la Cour des comptes. Donc c'est ce qui a constitué notre intervention. C'est-à-dire qu'il y a eu des prévisions budgétaires, et les prévisions budgétaires non exécutées, non engagées, non liquidées, non décaissées.
Donc nous avons déploré cet état de choses parce que cela n'assure pas la qualité d'enseignement en République démocratique du Congo, étant donné que nous prenons tous la gratuité de l'enseignement. À nous d'abord de remercier la présence des excellences, le ministre du Budget et le ministre de Finances. Je vais essayer d'éclairer l'opinion parce que les ministres qui sont arrivés, ils sont récemment nommés. Ils sont récemment nommés. Donc, les lois que nous sommes en train de discuter ne sont pas de leur émanation. C'est-à-dire, comme il y a la continuité dans la gestion de l'affaire publique, c'est de cette manière qu'ils sont présents. Mais les vrais répondants seraient le ministre qui sont sortis. Et c'est comme ça que, en tant que député, mais aussi un initié dans cette matière, nous n'avons pas pu donner notre aval par rapport à la prise de parole. Parce que la personne qui est présentée, c'est comme quelqu'un, on la voit une invitation et il donne cette invitation à quelqu'un d'autre qui les représente. C'est de cette manière que nous avons compris ce qui se passe maintenant. Et d'entrée à jeu, les députés ont décrié certainement chaque ministre, lorsqu'il est investi, il donne toujours des projets qu'il va réaliser. Mais rien n'est réalisé, à part le ministère de consommation, rien n'est réalisé. Vous allez constater avec moi que le ministre de l'Agriculture n'a rien fait à la République démocratique du Congo. Parce qu'on devrait dire la République démocratique du Congo est la première production, même des amarantes. Prenons les amarantes comme indicateur. Mais rien n'est fait. Il n'y a pas de congrès dans ces ministères. Si on prenait le ministère de pêche et élevage, qu'est-ce qui est de congrès? Même le lait que moi et vous consommons, ce n'est pas produit localement. Moins encore dans ces pays, vous imaginez ce que ça fait. Nous avons un pays qui a une forêt, mais nous consommons la viande qui nous vient dans des pays désertiques. Vous imaginez ce que ça donne. Donc nous avons encore quelque chose à changer dans ces pays et surtout à travers l'exécutif. Parce qu'on ne peut pas seulement venir et écrire ou alors saisir des montants et nous les amener comme des contrôleurs budgétaires. Ça, nous avons dit, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Moi, je remercie les ministres des médias et les ministres de la communication et médias. Aujourd'hui, l'image de la RTNC n'est pas la même image qui était il y a des ans passés. Là, il y a quand même des améliorations. Le ministre des Sports consomme autant d'argent. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Tout cet argent qui est affecté au sport, si ça serait affecté aux soins de santé primaires, qu'on prenne même les derniers vulnérables de la RDC, qu'on les traite dans un hôpital bien équipé, ça ferait quelque chose que de les dissiper dans les loisirs. Nous avons besoin des ministres qui font des œuvres concrètes. On ne peut pas être ministre et finir tant qu'on n'a rien réalisé. C'est une désolation de notre part. Parce que l'homme passe, l'institution reste. Mais l'homme doit laisser les traces, comme le fait les locomotives. Les locomotives passent, il y a la trajectoire qui reste. Donc nous avons intérêt à dire à nos dirigeants, à l'exécutif, de faire des œuvres concrètes pour qu'ils restent dans les annales de la République démocratique du Congo. Maintenant, je termine. Merci bien. Nous avions présenté les priorités
Il s'avère que la province est chère à Patrice Emery Lumumba. Par la même occasion, nous avions convié à l'honorable président d'aller palper du doigt. Parce que les sankourous que vous attendez dire de tous les grands temps, les sankourous est en train de bâtir. Les sankourous n'a pas des infrastructures routières. Pour effectuer une distance de 150 km, ça demande des semaines. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'honorable président que le développement de la République démocratique du Congo doit commencer au Sankourou, parce que le Sankourou, c'est la province chère à Patrice Emery Lumumba, bien entendu, d'une part, et de l'autre part, le Sankourou est au centre, non seulement de la République démocratique du Congo, mais au centre de l'univers. Alors le Sankourou mérite mieux. J'ai présenté la quintessence, j'ai présenté comment les tableaux qui sont de la province du Sankourou. Voilà en synthèse, et la lutte continue. Nous allons demeurer dans le même sens, afin que nous puissions donner l'impulsion tant souhaitée par les compatriotes. L'État n'est plus aux distractions, mais nous avions l'obligatorité de nous mettre au travail pour donner et pour accompagner les derniers remparts. Il s'agit de la loi rectificative des finances, mais aussi de la loi portant réédition budgétaire pour l'année qui vient de s'achever, donc 2023. En fait, il y a beaucoup d'omissions. Le travail n'a pas été bien fait par les ministères des budgets, les ministères des finances. Il y a beaucoup d'omissions. On ne peut pas comprendre, par exemple, qu'il y ait des taxes perçues à l'exportation des minéraux juste pour 139 millions de dollars. C'est extrêmement peu avec Camille et au niveau des mines. Et dire que les royalties se limitent seulement au contrat chinois, c'est extrêmement faux. Il y a beaucoup de sociétés, des opérateurs miniers qui opèrent en RDC et qui doivent des redevances à l'État congolais. Donc il y a un problème, mais il y a aussi le double paiement que connaissent les provinces. Vous trouvez qu'il y a l'État au niveau central qui envoie l'argent au niveau des provinces, mais il y a aussi des paiements, donc des recettes qui sont acquises aussi au niveau des provinces. Donc vous savez qu'il y a des régies des recettes au niveau des provinces, et donc vous trouvez qu'il y a des charges qui sont prises par des provinces avec ces fonds-là, mais qui sont payées doublement par l'État congolais. Ça pose un problème au niveau central. Et aussi, il faut voir en général que les travaux doivent beaucoup se faire, parce que ça fait plus de 6 ans que chaque fois que nous avons la réédition budgétaire, ce sont les mêmes discours qui reviennent, mais on voit qu'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructures construites, il n'y a pas de centres de santé, il n'y a pas... Donc rien ne s'améliore, mais on fait des rééditions budgétaires, on justifie comme si il y avait des choses qui étaient faites. Et chaque fois qu'on présente la loi de finances, on vous dit qu'on va construire des routes, on va faire ceci, on va élever des salaires, mais en fait de compte, il n'y a rien. Donc nous avons demandé à ce qu'il y ait vraiment des suivis intensifiés de la part de l'Assemblée nationale pour que tout se passe normalement et que le gouvernement soit poussé à bien travailler. Qu'on ne dise pas que voilà, on est en train de pourchasser les membres du gouvernement, mais non, mais il faut que l'Assemblée travaille et que ça signe pour qu'il y ait quand même des résultats dans la gouvernance. Sans savoir ce que ça fait, ça devient une État. On est parmi des millions aujourd'hui, on a 5, on n'a pas une telle dotation, c'est que des recherches. C'est trop. Puisque l'Assemblée, le Sénat réunis, vous revenez au micro, vous avez oublié l'argent. Pour tenir compte de toutes ces faiblesses qui ont été évoquées ici, le président de l'Assemblée nationale a insisté plusieurs fois là-dessus. Donc je crois qu'il est temps de s'arrêter et de revisiter encore une fois le modèle pour pouvoir s'assurer que toutes les provinces soient équitablement servies
et que les fonds décaissés arrivent à exécuter les travaux tels que prévus dans ce grand projet. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, ainsi, je sollicite encore une fois humblement que la représentation nationale se prononce en faveur de la recevabilité de cet outil important pour la gestion des finances publiques dans notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour vos réponses. Comme nous l'avons souligné, je crois que ceux qui nous suivent ne doivent pas confondre. Nous ne sommes pas en train de voter les lois aujourd'hui. C'est la recevabilité de ces deux projets de loi afin de les envoyer à l'ECOFIN pour approfondissement. Et donc, il faudra que tout le monde comprenne ça. Et oui, c'est une précision de taille, donc on n'est pas de la douter. Et donc, le ministre d'État du budget a ramassé toutes les questions pratiquement. Les raisons qui ont milité à cette rectification de la loi de finances 2024, il vous a expliqué, ce sont des recettes additionnelles, notamment 6 communes et les institutions de Bretton Woods. Les allocations, tout le monde s'est posé la question comment ça a été réparti. Il vous a expliqué qu'on a privilégié les dépenses contraignantes, notamment les salaires et les services de la dette elle-même, mais aussi les dépenses sécuritaires. Et on n'a pas oublié une allocation pour les investissements. Le cadrage macroéconomique, il vous a dit que c'est le cadre macroéconomique d'avril de cette année. Et notre cadre macroéconomique interviendra, je crois, en octobre, d'après ce qu'il a dit. Les recettes du ministère de la Justice, au regard des assignations qui sont attendues, c'est 9 milliards à la fin de l'année. 5 milliards ne constituent pas une recette exceptionnelle, parce que quand on regarde, c'est la moitié de l'année, et donc probablement à la fin de l'année, on atteindra les 9 milliards. Les dépasser, ce serait parier et trop vite. Ici, nous avons aussi la question des 6 communes. On nous a dit que chaque année, ça sera 300 millions, donc nous sommes partis pratiquement pour 15 ans. Et vous nous donnez la promesse, mais de toute façon, nous allons le faire nous-mêmes dans le budget, qu'aucune province ne sera oubliée. La décentralisation, cette question est revenue plusieurs fois. Pourquoi les ETD, d'abord les provinces et les ETD sont complètement ignorés et on traite les territoires tous de la même façon, alors qu'il y en a qui sont plus costauds et il y a même des ETD qui sont aussi plus importantes que les autres. Et vous nous avez dit que vous avez pris acte et que votre collègue de finances va y revenir pour nous révéler finalement le mécanisme que nous allons mettre en place. Parce que si nous voulons développer les pays, effectivement, nous devons partir de la base vers le sommet. Si au niveau des ETD, nous ne faisons rien, au niveau des chefferies, ça signifie que tout ce que nous faisons, c'est pour Kinshasa. Et ne soyez pas étonnés que Kinshasa, dans 10 ans, nous soyons à 30 millions. Parce que vous aurez vidé les villages, les territoires, les chefferies, de tout ce qui peut attirer un être humain à rester sur place, notamment les soins de santé, l'école, les routes, les divertissements même et tout ça. Donc vous allez faire en sorte que tout cela, nous puissions renverser la pyramide. En serre, on a posé la question, vous avez dit que ce sont comme FONAC des établissements qui ont une autonomie administrative et financière, mais nous voulons quand même que dans le budget, nous puissions voir d'où proviennent ces ressources-là. Parce que c'est un établissement important pour l'électrification rurale. S'il n'y a pas d'autres sources de financement, comme cela a été créé par l'ordonnance du président de la République qui fixe les sources,
Si c'est sur cela tarisse, nous allons malheureusement demander à ce que l'État puisse fournir des efforts parce que l'électricité fait partie des besoins de première nécessité. Nous avons loué les efforts que le président de la République a effectués pour amener ces communes à fléchir et d'autres retomber de ces périples d'ordre diplomatique. Et vous avez apporté la réponse sur la caisse de péréquation et vous-même, vous avez dit que cette fois-ci, ça sera la bonne. Elle sera la bonne puisque nous allons allouer les moyens pour que cette caisse démarre réellement et qu'elle reçoive régulièrement les 10% tels qu'est consigné dans la Constitution. Vous avez répondu à la question de l'honorable Mwando Simba, le chef de file de l'opposition ici dans la salle, le président du groupe parlementaire. Sagement, vous lui avez rappelé qu'il fut l'un des concepteurs de PDL 145 territoires en tant que ministre d'État du Plan. Et vous l'avez invité d'opter la même attitude que l'honorable Kitebi, qui avait aussi participé au même travail. Donc, ça a été très galant de ta part, mais en des mots bien choisis, on a compris ce que vous voulez dire. Et, honorable député, chers collègues, nous avons ainsi terminé avec les ministres d'État du budget. Nous allons remercier les ministres et demander aux honorables députés, chers collègues, par ces réponses, considérer que le débat sur les deux projets de loi, le premier projet de quoi vous voulez que le ministre des Finances aussi, vous avez souhaité que le ministre des Finances aussi. Ok, c'est bon, comme ça va de soi. Donc, monsieur le ministre des Finances, nous vous invitons aussi à votre tour à prendre la parole au lieu de tirer les choses à longueur. Comme ça, vous rentrerez ensemble, comme vous êtes venus. Merci. Vous avez la parole, monsieur le ministre des Finances. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple souverain, permettez-moi de prime abord de remercier les honorables députés nationaux, élus de notre peuple, pour la participation active et la qualité, y compris la pertinence de leurs préoccupations, mais également de leurs interventions à cette plénière consacrée à l'examen et au vote du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2023. Ces remerciements sont adressés particulièrement à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour toute la dextérité avec laquelle il a conduit ce débat, faisant lui-même comme un maître d'école en résumant pour les membres du gouvernement l'ensemble des préoccupations des élus légitimes du peuple. Merci infiniment, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres du bureau. Merci. La profondeur des questions soulevées témoigne à suffisance la maîtrise et l'intérêt que votre auguste Assemblée accorde à l'amélioration de la gestion de finances publiques dans notre pays, mais également ces interpellations, mais également toutes les préoccupations ont été réalisées dans le seul souci de voir le bien-être du peuple congolais et voir s'accomplir la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la redevabilité prônée en matière de la gestion des deniers publics et au nom du principe de la continuité de l'État, je me tiens devant votre auguste Assemblée en toute humilité pour réserver une suite aux préoccupations soulevées par les élus du peuple en rapport avec l'exécution du budget pour l'exercice 2023. Honorable Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, au cours du débat général sur les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023,
nous avons enregistré plusieurs préoccupations soulevées et recommandations formulées par les honorables députés des différents groupes parlementaires que nous pouvons regrouper en 9 thématiques. L'instabilité du cadre macroéconomique, le faible niveau de réalisation de certaines recettes et la non-atteinte des assignations des recettes en 2023, les émissions des titres publics en 2023, les recours au paiement des dépenses en procédure d'urgence, les faibles niveaux d'exécution des dépenses d'investissement sur les ressources propres, les faibles niveaux de rétrocession et transfert aux provinces ainsi qu'aux entités territoriales décentralisées, les paiements de la dette intérieure, la paie de proximité dans les zones à accès difficile, les décaissements de l'appui budgétaire attendu de la Banque mondiale. En ce qui concerne les faibles niveaux de réalisation de certaines recettes et la non-atteinte des assignations de recettes en 2023, il est indiqué que la résurgence de l'insécurité à l'est de notre pays est l'une des causes principales. Parce que dans cette partie de la République, nous avons perdu des taxes que nous devions recouvrer, mais également des impôts, suite à cette agression barbare que notre pays est victime de la part de notre voisin. L'autre raison, les acomptes provisionnels payés en 2022 au titre de l'impôt sur les bénéfices professionnels, plus important par rapport au solde de cet impôt dit à l'échéance d'avril 2023, entraînant ainsi un faible niveau de recettes payées en 2023 au profit de la DGI. La baisse du taux de la redevance minière de 50 à 46% à la suite de la création des FONAREV, les retards de déclaration et les paiements de l'impôt professionnel sur les rémunérations des membres des institutions politiques, membres du gouvernement, honorables députés, honorables sénateurs, la faible culture fiscale des micro-entreprises, la persistance de la guerre russo-ukrainienne et un impact négatif sur l'économie mondiale. En général, la situation économique que nous avons traversée dans notre pays n'a pas permis à ce que votre gouvernement puisse réaliser les minima qui sont inscrits dans la loi des finances de l'exercice. Ces raisons sont à la base de ces contre-performances et nous pensons qu'au cours des exercices suivants, si les raisons sont, si nous pouvons arriver à avoir de meilleurs rendements compte tenu du contexte économique qui est en train de se profiler à l'horizon. Toujours dans les mêmes chapitres, en ce qui concerne l'instabilité du cadre macroéconomique, nous avons pu constater que suite à la persistance de la guerre à l'est du pays, mais également les conflits entre les Russes et les Ukrainiens, la baisse des cours des matières premières dont notre pays dépend parce que notre économie est extravertie, les taux d'inflation s'est situé en glissement annuel autour de 23% en fin de l'exercice 2023, ce qui n'a pas été un meilleur cadre pour l'exercice de nos missions. Pour cette raison, votre gouvernement investi en juin dernier s'est attelé et s'est donné comme mission première la stabilité du cadre macroéconomique. C'est pour cette raison que depuis 3 mois, les élus légitimes du peuple, vous pouvez constater que les taux d'échange que nous avons trouvés à 2870 tournent toujours autour de 2850, 2870, grâce à une coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires que nous avons mises en œuvre. Il est de même du taux d'inflation. Il y a un recul extraordinaire du niveau de formation des prix intérieures. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'inflation en glissement annuel qui se situe autour de 15,12%, alors qu'il s'est projeté en juin autour de 22,1%. Concernant la question sur les émissions de titres publics en 2023, il convient de noter que le gouvernement ait recouru au marché domestique pour lever les fonds afin de financer une partie de son déficit. Les recours au bons du Trésor a été plus prononcé compte tenu du contexte macroéconomique que nous avons indiqué ici, caractérisé notamment par une accélération de l'inflation
et de la dépréciation de la monnaie, réduisant l'attractivité au titre de longue maturité. Toutefois, le gouvernement s'emploie à renforcer l'attractivité des titres publics de longue maturité, comme les obligations du Trésor, à travers des réformes visant à développer les marchés domestiques, qui a été relancé en octobre 2019 à l'occasion de l'accession au pouvoir de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. S'agissant du dépassement des crédits pour certaines institutions et ministères et sous-consommation de crédits pour d'autres, la raison elle est simple. C'est notamment la situation de l'insécurité que nous connaissons. Les opérations militaires exercent une pression incroyable sur le niveau des dépenses de l'État. Le gouvernement rappelle à l'attention de votre auguste Assemblée que les effets de guerre à l'est du pays et la nécessité d'organiser les élections générales sur l'ensemble du territoire national ont exercé une pression sur les trésors publics, entraînant ainsi l'augmentation des dépenses exécutées dans certaines institutions et ministères à caractère sécuritaire et stratégique. L'objectif de notre gouvernement est de garantir une gestion saine et équitable de l'État, conformément aux lois et règlements de la République. Néanmoins, les questions liées au dépassement préoccupent votre gouvernement, qui envisage de les résoudre de manière progressive et définitive avec le basculement du budget en mode programme dont le processus est en cours et il est irréversible. Concernant les recours au paiement des dépenses en procédure d'urgence, il est évident qu'il est peu recommandable, mais il demeure un mode défini dans les manuels de procédure et du circuit de la dépense publique depuis les années 2010. Il existe également un arrêté interministériel signé en mars 2022 qui organise et définit les types de dépenses qui doivent être exécutées en procédure d'urgence, mais également les modalités de leur régularisation. C'est ici l'occasion d'indiquer qu'il est certes vrai qu'au cours de l'exercice 2023, plusieurs dépenses ont été exécutées en procédure d'urgence, mais il ne serait pas vrai d'affirmer devant cette auguste Assemblée que la proportion est de l'ordre de 51%. Nous pensons qu'au niveau de la commission ECOFIN, nous allons verser des éléments pour enrichir le débat et trouver un compromis avec la Cour des comptes. Dans cet ordre d'idées, nous restons à votre entière disposition pour harmoniser et justifier les chiffres lors des travaux, comme nous l'avons indiqué ici. Pour ce qui est du faible niveau d'exécution des dépenses d'investissement sur ressources propres, il s'y est de noter qu'en 6 des dépenses contraignantes liées aux opérations militaires, mais également des dépenses de souveraineté, dont l'organisation des élections que nous avons rappelées, plusieurs autres contraintes nous ont empêchés d'atteindre cet objectif. Cependant, les élus du peuple ont posé des questions sur PEDEL, 145 territoires. C'est ici l'opportunité d'indiquer que le gouvernement de la République, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des dispositions pour que la semaine prochaine, les agences d'exécution puissent obtenir des fonds nécessaires afin de boucler la première phase du PEDEL 145 territoires en vue de se projeter pour la deuxième phase qui va consister à la construction de routes, de dessertes agricoles, mais également la promotion de l'agriculture et la création de chaînes de valeur à travers notre République. C'est dans cet ordre d'idées que le BCECO, les PLI, les CFF vont recevoir une enveloppe globale qui va tourner autour de 60 millions au plus tard le mardi prochain. Quant au faible niveau de rétrocession et transfert aux provinces ainsi qu'aux ETD, tant en ce qui concerne le fonctionnement, mais également en ce qui concerne les investissements. C'est ici les lieux de saluer les élus légitimes du peuple pour leur vigilance sur cette question. Nous ne pouvons jamais développer notre pays en pensant que la République démocratique du Congo est confondue à la République de la Gombe. C'est dans les Congos profonds que nous devons aller stimuler la croissance économique, aider nos populations à sortir de la misère et de la pauvreté. C'est pour cette raison que le gouvernement a investi, s'est attelé à payer désormais, y compris les ETD, pour les élus qui sont en contact avec les assemblées provinciales, mais également les ETD. Nous venons de payer les frais de fonctionnement des ETD, nous venons de payer
les subventions d'investissement et pas plus tard que hier, nous avons payé pour le mois d'août dernier. En rapport avec les paiements de la dette intérieure, il convient d'indiquer que l'essentiel du montant de la dette intérieure concerne les paiements des pertes et manques à gagner dus aux pétroliers distributeurs à travers les prêts syndiqués contractés auprès des banques commerciales. Par ailleurs, il est de relever qu'à ce jour, votre gouvernement a mis en place une stratégie globale d'appurement des arriérés intérieurs avec l'accompagnement du Fonds monétaire international qui constitue le seul cadre de paiement de la dette intérieure. À ce sujet, nous avons noté l'insistance de l'auguste Assemblée, mais également des élus qui la composent, sur le respect de la procédure en ce qui concerne le paiement de la dette intérieure. Nous allons prendre l'engagement devant l'Assemblée nationale de ne payer que des dettes qui sont certifiées et dûment engagées par la procédure de la chaîne de la dépense. C'est pour cette raison que votre gouvernement, depuis son investiture ici, a pris la mesure de réviser la stratégie globale de paiement de la dette intérieure pour éviter la sélectivité, avoir des critères objectifs qui permettent à ce que tout le Congolais, qu'il connaisse le ministre des Finances ou pas, qu'il soit en mesure d'être payé sans contrepartie. Nous avons indiqué ici que votre gouvernement, que vous venez d'investir, a pris l'engagement de suspendre les paiements de la dette intérieure afin de révisiter la stratégie de paiement de cette dette, mais également de veiller à ce que les critères clairs et objectifs soient indiqués pour éviter que le ministre des Finances sélectionne par lui-même et de manière sélective et subjective des personnes à payer moyennant des engagements quelconques. Nous voulons à ce que les Congolais qu'ils connaissent les ministres des Finances ou qu'ils connaissent les ministres des Finances ou pas, lorsqu'ils sont en droit de réclamer une dette intérieure, qu'ils sachent les critères, qu'ils sachent la procédure et qu'ils soient payés conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Par rapport à la question du décaissement de l'appui budgétaire attendu de la Banque mondiale, je voudrais rassurer votre auguste Assemblée que tout est mis en marche pour réaliser tous les déclencheurs convenus avec la Banque mondiale dans le cadre de cet appui budgétaire. Des évaluations sont faites chaque semaine pour s'assurer que toutes les mesures sont mises en œuvre conformément au calendrier arrêté. Pas plus tard que la semaine passée, plus de 7 décrets ont été présentés par votre auguste serviteur ainsi que mon collègue le ministre d'État au niveau du gouvernement. Et ce vendredi, d'autres membres du gouvernement vont présenter des projets de décrets que le gouvernement va adopter afin d'accomplir et de réaliser les 9 préalables qui nous ont été demandés par nos partenaires de la Banque mondiale. Nous sommes dans la perspective d'obtenir ces financements et nous allons les dédier à la deuxième composante du PDL 145 territoires pour développer notre pays. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, voilà l'économie des réponses aux multiples préoccupations soulevées par votre auguste Assemblée à l'occasion de cet exercice démocratique. Bien entendu, nous n'avons pas la prétention d'avoir été exhaustifs et avons pris bonne note de toutes les remarques et observations formulées au gouvernement en vue de l'amélioration de la qualité de gestion des finances publiques, et c'est pour le bien-être de notre peuple. Mes équipes et moi-même sommes entièrement à la disposition des élus légitimes du peuple et de la commission économico-financière pour de plus amples détails et des clarifications nécessaires. Ainsi, je tiens à remercier une fois de plus tous les honorables députés, toutes tendances confondues, pour s'être livrés à cet exercice républicain et constitutionnel qui réaffirme qu'ici, c'est le temple de la démocratie. Ainsi, honorables députés, je vous prie de bien vouloir recevoir ce projet de loi portant réduction des comptes de l'exercice 2023 et de l'adopter. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président, que Dieu bénisse notre Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Mais que Dieu bénisse aussi le gouvernement alors.
Merci, Monsieur le ministre des Finances. Merci, qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5. Merci, qui s'abstiennent? Ok, très bien. Donc, au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances rectificative de 2024. Nous arrivons au projet de loi. Félicitations, Monsieur le ministre d'État. Et à vous-même, au vice-ministre polygame, effectivement. Au vu des résultats des votes, donc, nous venons de terminer avec le ministre d'État. Merci. Merci. Vous avez dit, compte tenu du volume de matière que cette commission est appelée à examiner, votre bureau invite la dite commission au strict respect de cette année. Parce qu'après, nous allons basculer dans la loi des finances. Nous exhortons les collègues non membres de cette commission. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.